Toujours avec le même plaisir de vous retrouver à la maison pour notre émission Bon pied, bon oeil, bon cœur. Le Club Bon Cœur se veut un organisme qui veut vous informer à juste valeur et nous avons la continuité de notre belle conférence avec Annie-Claire Langelier sur le diabète de type 2. Il est important de connaître la maladie, il est important aussi de connaître son corps, comment ça fonctionne et surtout d'imposer nos limites. Alors, je laisse la place à Annie-Claire Langelier. Et par la suite, nous aurons comme conclusion notre ami Gérald Gauthier qui nous donnera de l'information sur nos activités pour cet automne. Bonne émission. L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutuline du Four de Baie-Saint-Paul. Donc, pour commencer, diabète de type 1 versus diabète de type 2. Donc, comme on avait parlé, là, le diabète de type 1, c'est une maladie qui est auto-immune. Donc, c'est le système immunitaire qui s'attaque à son propre corps. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas prévenir le diabète de type 1. C'est un diabète qui arrive souvent en bas âge. Là, donc, on parle de début de l'adolescence ou début de la vingtaine. Puis, dans le fond, c'est vraiment là, un problème au niveau des cellules bêta du pancréas qui ne produisent presque plus ou plus d'insuline. Ensuite, on avait le diabète de type 2, que moi, ma présentation est pas mal axée sur le diabète de type 2 puisque c'est un diabète qu'on peut prévenir. Donc, c'est un diabète qui va être souvent lié à des mauvaises habitudes de vie, donc à une obésité abdominale, à une alimentation qui est moins adéquate, à une sédentarité. Donc, on parle de 90% des cas de diabète. Le groupe d'âge le plus touché étant les 65 ans et plus. Donc, voilà. On avait parlé là, de deux phénomènes qui se produisent pour le diabète de type 2. Donc, on parle d'une résistance du corps à l'insuline et une diminution de la production d'insuline. Donc, l'insuline, là, ce que je viens de vous dire là, au niveau de la résistance de l'insuline va servir à transporter le glucose au niveau du sang. Puis elle va servir à se fixer au niveau des récepteurs pour permettre à l'insuline d'entrer dans la cellule. Les symptômes, donc on parle de soif excessive, envie d'uriner fréquente, perte de poids et de fatigue, qui sont reliés à une hyperglycémie. Pour ce qui en est de l'alimentation, on avait parlé des glucides, des protéines et des lipides. Donc les glucides, dans le fond, c'est vraiment notre carburant principal. C'est important d'en consommer. Comme je vous avais un peu parlé, on a beaucoup tendance à faire la guerre aux glucides, mais c'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour le corps. Les protéines, on parle de la carrosserie du corps. Donc, c'est aussi important. Je dis aussi important, ils sont tous importants, là, les macronutriments, là, mais il faut en consommer, mais pas besoin d'en consommer à outrance parce qu'il va y avoir des mécanismes qui vont faire que les protéines vont s'éliminer de toute façon. Les lipides, les gras, donc j'avais parlé de bons gras qui sont à privilégier parce que c'est des gras qui aident au niveau du système cardiovasculaire. Puis encore là, on a tendance à faire la guerre au niveau des gras, mais ça peut très bien s'intégrer dans une alimentation saine. Mais c'est sûr que quand on parle de contrôle de poids, on fait un petit peu attention. Donc, je vais vous en reparler là, un peu plus tard dans la présentation. Donc, je vais commencer la deuxième présentation avec les fibres. On en avait parlé un peu là, avec certaines personnes qui parlaient de la consommation de fibres et comment c'était important. Donc, il existe deux types de fibres. Donc, on parle des fibres solubles et des fibres insolubles. Donc, les fibres solubles, les fibres insolubles, ils vont agir comme une petite éponge dans les intestins. Ils vont se gorger d'eau, puis c'est ce qui va faire que ça va augmenter le volume des selles. Et ça va contribuer à régulariser le transit intestinal. Donc, quand on parle de problèmes intestinaux ou qu'on veut régulariser le transit, on parle de fibres insolubles. Tantôt, je vais vous donner là, des exemples là, des aliments qui sont des fibres solubles et insolubles. Pour les fibres solubles, ça forme une espèce de gel lorsque c'est mélangé avec de l'eau. Puis ça va agir comme un aimant pour le cholestérol. Tu sais, quand on parle de manger plus de fibres pour aider au niveau du cholestérol sanguin,
ben, c'est ces fibres-là qui sont solubles. Donc, voilà. Puis également, ça va aller ralentir l'absorption des glucides. Donc, ça va éviter des pics de glycémie après les repas. Donc, je vais vous parler un peu tantôt là, de l'hypoglycémie réactionnelle. Donc, les fibres solubles vont aller aider à tout ça. Malheureusement, la consommation de fibres, c'est souvent une lacune. Donc, on devrait là, consommer de 20 à 40 grammes de fibres par jour. Puis la moyenne des gens consomme 17 grammes de fibres. Tu sais, il y en a quand même dans plusieurs aliments, mais des fois, il faut faire attention. Là, tu sais, exemple, on va manger un riz blanc pour dîner ou des pâtes blanches, mais il n'y a pas beaucoup de fibres là-dedans. Fait que c'est sûr que des fois, c'est difficile d'atteindre là, le 20 à 40 grammes. Là. Chez les diabétiques, la recommandation de fibres, c'est de 30 à 50 grammes de fibres par jour pour un meilleur contrôle de la glycémie et aussi éviter des problèmes au niveau cardiovasculaire là, avec le cholestérol. Faire attention. Donc ici, je vous ai mis des exemples là, de fibres solubles et de fibres insolubles. Donc on avait la petite image là, ici là, de qu'est-ce que ça peut ressembler là, une fois mélangé avec l'eau au niveau des intestins. Donc, dans les fibres insolubles, on a tout ce qui sont de blé, céréales de blé, grains entiers, légumes, fruits, noix, légumineuses. Et les fibres solubles, on a les psyllium et les céréales enrichies comme les All-Grain. Ça, c'est des céréales de psyllium. L'avoine, donc le gruau, est une fibre soluble. Soluble ou insoluble? Soluble, oui. Puis, les graines de lin, graines de chia. Donc, des fois, là, c'est de faire attention un peu à qu'est-ce qu'on veut surveiller. Là. C'est sûr que si on veut faire attention à avoir un meilleur transit, ben, on va aller vers des fibres là, qui sont insolubles. Puis parce que des fois, on a tendance à tout mettre dans le même paquet, là, mais des fois, selon ce qu'on veut surveiller, là, ça peut être pertinent là, de savoir un peu la différence entre les deux. Donc, comment intégrer plus de fibres à l'alimentation? Donc, on parle d'ajouter du son de blé, d'avoine ou de psyllium à vos céréales ou à votre yogourt. Donc, tu sais, on mange des petites céréales, puis on se rajoute là, le son de blé, là, c'est comme un petit, c'est vraiment poussiéreux, là, donc on peut en rajouter un petit peu, ça change pas nécessairement le goût, puis ça amène une bonne source là, de fibres. Ensuite, évidemment, ben, on privilégie les aliments à grains entiers, donc pain brun, riz brun, quinoa, pâte brune, farine de blé entier dans les recettes. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est de faire moitié-moitié, là, parce qu'évidemment, la farine brune est beaucoup plus dense. Là. C'est sûr que ça ne donne pas les mêmes textures que de la farine blanche. Donc, de mettre juste de la farine brune, des fois, la texture peut être particulière quand on n'est pas habitué. Là, mais de faire un petit mélange des deux, habituellement, là, ça ne change pas trop la texture, puis ça donne un petit coup de pouce là, pour la consommation de fibres. Intégrer des légumineuses à l'alimentation. Puis, c'est sûr que faut faire attention, là, on intègre ça quand même tranquillement, là, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de fibres, des fois, là, ça peut faire des petites désorganisations là, au niveau des intestins. Mais, des fois, l'idéal, c'est de faire moitié-moitié. Donc, on va remplacer, là, exemple, dans une sauce spaghetti, on peut mettre de la viande, on peut mettre un petit peu de lentilles. Fait qu'on ajoute notre consommation de fibres, mais en même temps, on n'est pas trop sauce que de lentilles, là. On se garde un petit peu... on est un peu plus rustique. Ensuite, pour consommer les fruits avec la pelure, donc c'est sûr que les jus, c'est pas ce qu'il y a l'idéal au niveau fibre. Là. En fait, il n'y a aucune fibre dans les jus. Même les jus là, pressés, là, qu'on achète les machines à jus et tout ça, ça peut être intéressant, ceux qui aiment ça, se faire des jus maison et tout ça. C'est sûr qu'on ne rajoute pas nécessairement de sucre. Mais c'est sûr qu'au niveau fibre, là, c'est pas l'idéal. Des fois, les smoothies, ça peut être mieux. Mais encore là, de vraiment croquer dans un fruit puis dans une pelure, avoir les pulpes, c'est ce qui est l'idéal pour aller chercher des fibres. Donc, comme je disais tantôt, là, c'est important vraiment de boire une bonne quantité d'eau parce que sinon, ça peut vraiment faire l'effet là, contraire. Donc, les fibres vont aller toutes devenir dur au niveau de l'intestin puis ça va amener l'effet contraire qu'on souhaite. Donc, je voulais vous parler un peu là, de l'hypoglycémie réactionnelle. Là, il y avait des gens qui me disaient là, qu'ils faisaient de l'hypoglycémie la dernière fois. Donc, c'est vraiment, là, dans le fond, le schéma pour ça. Donc, des aliments qui sont riches en sucre, qui sont dits rapides,
Donc, qui contient, quand on dit sucre rapide ou glucides simples, ce sont des aliments qui ne contiennent presque pas de fibres. Donc, on parle de riz blanc, pâte blanche ou du pain blanc. Donc, ce que ça fait, c'est que la glycémie augmente de façon importante à la fin du repas. Fait que là, le pancréas, il dit, bon, OK, on envoie de l'insuline, là, ma glycémie est haute. Puis on en envoie tellement que là, ça va faire un gros pic de glycémie. Puis ça va amener, là, des fois, c'est pas toujours une hypoglycémie, là, mais tu sais, des fois, les dames, là, après les gros dîners, là, on mange une grosse assiette de pâtes pour dîner, puis après ça, on est dans l'après-midi, puis on est comme, mais je suis donc bien fatiguée. Ben, c'est tout en lien avec ça, là, donc voilà. C'est pour ça que c'est important, là, de manger, là, des aliments qui sont riches en fibres, puis ça va amener, là, la deuxième courbe, là, puis ça va aider justement à ne pas produire trop d'insuline et à provoquer, là, des hypoglycémies. Donc, je voulais vous donner un peu des alternatives un peu plus saines pour les recettes, les repas. Donc, j'ai tellement entendu souvent, ben, tu sais, quand c'est trop santé, ça goûte rien. Ça, c'est encore, je l'entends encore souvent, mais tu sais, manger sainement, c'est vraiment pas synonyme de perte de goût et de plaisir. Donc, moi, je considère que je suis quand même quelqu'un qui aime manger sainement, puis, tu sais, je mange pas poulet, brocoli et riz, là, loin de là. Puis, également, comme je le mentionnais là, la semaine passée, c'est important de manger des bonnes quantités, de ne pas trop se restreindre, parce qu'après ça, le corps va vouloir s'équilibrer. Si on mange trop peu pendant la journée, mais tu sais, ça nous est tout déjà arrivé, là, tu sais, bon, je vais manger une petite toast pour déjeuner, une petite salade pour dîner, puis là, finalement, le souper, là, on se gâte. On tombe les biscuits Oreo, puis... fait que, tu sais, c'est important de manger en bonne quantité quand on a faim, puis, tu sais, le but, c'est de pas s'affamer, là, évidemment. Donc, évidemment, les goûts sucrés et salés, ce sont vraiment des goûts qui se modulent. Quand on ne naît pas avec le goût du sucré, le goût du chocolat, c'est des goûts qui se développent à force d'y goûter. Puis, ce sont des goûts qui vont vraiment, tu sais, aller faire libérer là, des hormones du plaisir. Donc, c'est sûr que ça va amener plus de dépendance, entre guillemets. Puis, tu sais, comme je disais, là, c'est sûr que ça va être plus fade. Si on est habitué de manger très sucré ou très salé, c'est sûr que quand on commence à diminuer un petit peu, on va trouver ça fade, mais c'est à force de diminuer tranquillement, puis d'y goûter que après ça, on va le trouver sucré, là, tu sais. C'est comme moi, je suis quand même, je peux me considérer comme une petite bébête à sucre, là, mais je fais quand même attention, puis maintenant, des fois, je goûte des choses sucrées, puis j'en reviens pas, là, je suis comme, mon Dieu, mais c'est ben trop sucré, mais j'aurais jamais pensé en venir là, tu sais. Mais c'est vraiment un signe que les goûts se modulent, puis qu'on s'habitue, là, avec ce qu'on mange. Donc, c'est ça. Donc, pour des alternatives un peu plus santé, donc pour remplacer le sucre au niveau des recettes, moi, là, je suis une grande fanatique de la purée de dattes. Je trouve ça merveilleux. Ça goûte très sucré, les dattes. Ça a beaucoup de fibres. Donc, il y a Madame Labriski, là, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a beaucoup de belles recettes. Là, Puis, ensuite, remplacer le gras. Donc, purée de fruits, donc la compote de pommes, là, souvent, là, dans le fond, le gras, c'est vraiment pour aller mettre un côté plus moelleux. Puis, oui, c'est ça, lié aussi. Donc, également, ajouter des aliments cachés dans nos recettes. Par exemple, ben là, c'est bien à la mode, là, mais tu sais, les brownies aux haricots noirs, là, puis ça s'y méprendre, là, ça goûte pas du tout. On les met en purée, on rajoute ça avec nos aliments qui sont plus sucrés, puis ça goûte les brownies du commerce, là. Puis ça rajoute des fibres, ça évite aussi là, de rajouter trop de gras. Donc vraiment, là, des belles alternatives, l'avocat également. Donc, tu sais, se faire des petits puddings à l'avocat au chocolat. Super bon, puis tu sais, ça goûte pas, là, même la courgette, des muffins aux courgettes. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour aller booster un peu la valeur nutritive des recettes qu'on fait. Également, là, pour ajouter plus de fibres, tu sais, de pas gêner là, d'ajouter du thon de blé, du germe de blé.
dans nos recettes, des graines de chia, graines de lin, c'est des choses qui n'ont pas de goût, vraiment. Ça ne changera pas le goût, mais ça va vraiment aller rajouter des fibres là, au niveau des recettes. Donc, en résumé, pour l'alimentation, donc, comme je l'avais mentionné et je le rementionne, donc, c'est important de ne pas bannir de groupes alimentaires. Donc, les glucides, les mal-aimés là, de la société sont importants pour l'énergie. Donc, privilégier les produits agréés entiers, riches en fibres. Donc, les bons gras, c'est aussi essentiel là, pour le fonctionnement du corps. Comme je vous disais, là, les cellules du corps, les membranes sont composées de lipides, donc c'est très important d'en avoir assez pour pouvoir nourrir notre corps. Puis, évidemment, manger un morceau de gâteau, ça n'amènera pas le diabète, ça n'amènera pas un surplus de poids. C'est les habitudes en général. Donc, voilà ici les trucs pour consommer plus de fibres, comme on l'avait dit tantôt, ajouter du son de blé. Puis, il y en a d'autres qui peuvent être bonnes, là, c'est pas nécessairement. Moi, j'en avais nommé quelques-uns, là. Mais, donc, on privilégie les aliments à grains entiers, intégrer des légumineuses. Donc, voilà. Les proportions de l'assiette équilibrée, bien, ça, c'était à la première rencontre. Donc, on avait ici donc, la moitié de fruits et légumes, le quart de protéines et le quart de féculents, donc produits céréaliers. Donc, deux façons de remplacer le sucre et le gras dans les recettes. Donc, comme on disait tantôt, purée de fruits, couper la quantité de sucre. Pour le gras, donc la purée de fruits pour nature. Et quels sont les deux types de fibres? Donc, on a les fibres solubles et insolubles. Je vais maintenant vous parler de l'IMC. Donc, l'IMC, on en entend beaucoup parler. C'est une donnée là, qu'il y a beaucoup de gens qui se fient là-dessus. Ce n'est pas une donnée c'est pas un outil qui est complet. Dans le fond, je vais vous imaginer bien ça. Ça peut être utile dans certaines conditions pour déceler un risque. Donc, on a les catégories là, en sous-poids, poids normal, obésité, puis etc. Mais ça ne prend pas en compte la répartition de la masse musculaire et de la masse grasse. Donc, vous voyez ici, mes deux messieurs ont le même IMC. Mais on voit que c'est pas du tout la même chose. À 33,9, là, on est considéré obèse. Mais vous voyez que le monsieur à droite il a une bonne masse musculaire. Donc, évidemment, il va peser plus lourd sur la balance. Mais c'est pas quelqu'un là, qui a un surplus de poids. Donc, c'est à prendre en considération et à faire attention. Moi, ce que je privilégie le plus, c'est le tour de taille. Donc, il y a de plus en plus d'études là, qui sont faites sur la répartition de la masse grasse puis sur les conséquences que ça peut amener au niveau de la santé. Donc, on parle souvent là, de la forme poire et de la forme pomme. Donc, la forme pomme, ben, ça va être vraiment là, quelqu'un qui va avoir là, des petites jambes puis que la graisse va être accumulée au niveau de l'abdomen. Tandis que la forme poire, on s'entend que c'est plus souvent chez les femmes, là, mais des femmes qui sont quand même assez larges des hanches, mais qui n'ont pas beaucoup de ventre, bien, cette localisation-là est importante. Donc, la graisse au niveau du ventre, ça va amener, on voit là, souvent, là, je parle de monsieur, mais il y a des madames aussi là, qui ont un ventre très, très dur, là, qui font des blagues que c'est des abdos, là, qui ont un bon abdomen, c'est dur. Mais ça veut dire souvent que le gras est rendu localisé au niveau des organes. Fait que c'est pas nécessairement bon signe, là. Fait que c'est ça. C'est que plus on a du gras au niveau de l'abdomen, qu'on passe plusieurs années avec ce gras-là, donc à la force, ça va aller s'entourer au niveau des organes, puis ça peut amener beaucoup de problèmes. Aussi, là, j'avais un cours de bio, c'était super intéressant, c'était très complexe, là, mais il avait tout expliqué la physiopathologie de pourquoi un surplus de poids au niveau abdominal peut entraîner le diabète de type 2. C'est toutes des conséquences des cellules adipeuses. C'est très complexe, mais ça prouve qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Puis, avec l'âge, malheureusement, c'est vraiment un endroit que la graisse va aller s'accumuler facilement, surtout chez les femmes après la ménopause. Ça va être plus difficile là, de garder un ventre plat. Donc, c'est pas mal ce que je viens de dire. Donc, on parle, c'est un état d'inflammation qui va être toujours présent avec la graisse abdominale qui va aller
jusqu'à une résistance à l'action de l'insuline et une augmentation de la glycémie qui peut conduire à un diabète de type 2. Donc, les valeurs cibles du taux de taille, puis vous allez voir, c'est pas si grand que ça. Puis là, comme je l'ai dit depuis le début de ma présentation, il faut prendre ça avec un bémol, un grain de sel. Donc, il ne faut pas commencer à paniquer là, si on a quelques centimètres de plus que les valeurs de référence. Surtout, comme je disais, là, chez les gens un petit peu plus âgés, ça peut être difficile, mais des fois, c'est de l'avoir en tête. Bon, OK, je suis un peu en dehors des valeurs cibles, fait que je vais essayer de faire attention là, à ce niveau-là. Donc, pour les hommes, on parle de plus de 94 cm, c'est un risque accru. Puis plus de 102 cm, c'est un risque accru de façon importante. Pour les femmes, c'est plus de 80 cm, ça représente un risque accru, mais là, comme je vous disais, 80, c'est pas si grave que ça. Là. Je l'ai déjà testé, puis les gens étaient comme, mon Dieu, j'ai un risque accru, mais tu sais, on prend ça avec un grain de sel. Puis 88 cm, là, c'est un risque qui est accru de façon importante. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, là, c'est sûr qu'en vieillissant, ça peut être plus difficile là, de perdre du gras. Ben, en fait, on ne peut pas perdre du gras localisé, là, ça on le sait, ça va se faire un peu partout. Puis des fois, on peut perdre partout sauf au niveau du ventre. Fait que je pense que si on a une bonne alimentation, si on est actif, ça joue aussi là-dedans, là, tu sais. Donc, pour prendre le tour de taille, donc c'est les repères, là. Tu peux dire maman. Oui, c'est ça. Donc, ça va être au niveau les crêtes iliaques. Donc, on va aller prendre le dessus des crêtes iliaques, puis on va former comme une petite chose comme ça avec nos pouces. Puis ça va être ici, juste un peu au-dessus du nombril. Donc, on va aller placer notre galon. Donc, perte de poids. Donc, il y a tellement de croyances encore par rapport à la perte de poids. On parlait là, la dernière fois des régimes de toutes sortes. C'est sûr qu'il y a des régimes qui vont marcher parce que au final de la journée, on va avoir mangé moins de calories que ce qu'on va avoir dépensé. Donc, c'est vraiment ça. La seule façon de perdre du poids, c'est d'avoir dépensé moins de calories et d'avoir dépensé plus de calories que ce qu'on a mangé. C'est la seule façon. Puis c'est ça. Les régimes qui vont fonctionner, c'est parce que ce mécanisme-là va être respecté. Donc, évidemment, là, si on écoute nos signaux de satiété, comme je vous disais, là, c'est pas toujours évident, puis je vous comprends, là, moi, la première, des fois, je finis le dîner, puis je suis comme, ben j'ai bien trop mangé, mais c'est ce qui est le plus régulateur là, pour les calories. Donc, tu sais, des personnes qui sont très minces, là, naturellement, souvent, il y en a qui mangent quand même beaucoup, mais qui ont un bon métabolisme, mais il y en a souvent qui mangent, s'ils ont plus faim, ils arrêtent. Fait ça va faire qu'au final, leur corps va se régulariser. Si on ne veut pas perdre de poids, ben, ça va juste être égal, nombre de calories ingérées versus celles dépensées. Donc, voilà, il n'y a aucun aliment à bannir. Il faut juste essayer de regarder un peu avec nos quantités qu'on mange. Est-ce qu'on mange trop, comme je vous avais dit, là, est-ce qu'on met la moitié de l'assiette de riz avec notre gros steak gros de même, puis un petit peu de légumes? Bien là, ça se peut que les quantités ne soient pas nécessairement adéquates. Donc, pour une perte de poids, ou, je veux dire, garder un poids santé, garder notre poids, là, je parle de perte de poids, mais pas tout le monde qui a besoin de perdre du poids, là. Donc, on parle d'appliquer les principes du guide alimentaire canadien. Donc, essayer d'être actif à tous les jours. Essayer d'appliquer des alternatives plus saines. Donc, au lieu des muffins du commerce là, très sucrés, on essaie de s'en faire des maisons. Souvent, on essaie de faire plus maison, comme je vous disais. Ça va déjà donner une grosse chance. Puis, ne pas penser seulement aux calories, mais on pense en termes de couleur, de vitamines. Donc, le but, c'est d'avoir de l'énergie pour que notre corps soit à son 100%. Puis, voilà. Donc, c'est ça, je dis pour la perte de poids ou pour la santé en général. Pour le dépistage, sur Internet, là, j'avais fait une petite recherche, là, il y a plusieurs petits tests là, qui existent, qui peuvent être intéressants
pour savoir là, si vous êtes à risque de développer un diabète de type 2, donc il pose un petit peu des questions. Des fois, ça peut donner une idée là, si c'est pertinent d'aller se faire dépister. Donc, dans les pharmacies communautaires, ils offrent la prise de glycémie capillaire. Donc, c'est sûr que des fois, si on n'est pas sûr ou on se sent un peu moins bien, on va aller valider, bien, on peut aller à la pharmacie demander de se faire une glycémie. Si on y va à jeun, on va savoir notre résultat. Si on est vraiment diabétique, la glycémie va être élevée de toute façon. C'est sûr que ça peut être intéressant aussi d'y aller comme 2 heures après le repas, voir comment que le pancréas réagit à la prise de nourriture aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement des prises qui sont si précises que ça, là, parce qu'évidemment, là, si ça fait, je sais pas, là, 24 heures qu'on n'a pas mangé ou que, tu sais, ça se peut que la glycémie soit basse, mais qu'au final, on mange un repas puis elle monte beaucoup, là. Fait que ça peut être intéressant, une fois de temps en temps, aller se faire dépister dans les pharmacies, mais c'est pas l'outil de dépistage le plus intéressant. Évidemment, si on pense qu'on serait peut-être à risque plus, ben c'est d'en parler avec son médecin de famille qui va nous prescrire des prises de sang, qui va voir l'hémoglobine glyquée que je parlais la semaine passée, qui est un portrait de la glycémie dans les 3 derniers mois. Fait que là, on va vraiment avoir une image plus juste de notre glycémie, là, plus qu'une glycémie prise une fois comme ça. C'est ça. Donc, on surveille évidemment là, les signes et symptômes de l'hyperglycémie. Donc, si on commence à avoir plus soif, on urine plus. Ah, mais là, une petite cloche qui sonne. Fait que c'est ça là. Est-ce que la prise d'aliments peut jouer sur le résultat? Habituellement, là, si le pancréas fonctionne bien, c'est pas supposé jouer tant que ça. C'est sûr que si on vient de manger là, un gros morceau de gâteau puis on la prend là, 15 minutes après, ça se peut là, que ça soit un peu plus élevé. Mais moi j'ai déjà fait le test là, de la prendre après avoir mangé quand même beaucoup de sucre, là, mais 1 heure à 2 heures après, là, ma glycémie était normale. Fait que c'est pas supposé là, jouer tant que ça. Là. Ça serait tout pour la présentation. Avez-vous d'autres questions? L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Voilà ce qui met fin à ces 2 émissions consacrées au diabète avec Mme Annie-Claire Langelier, infirmière clinicienne. La semaine prochaine, on vous propose des exemples de marche-exercice avec l'étudiante en kinésiologie qui a été stagiaire ici à l'hiver 2021, Emma Hull-Selby. Puis, en complément, vous pourrez revoir le témoignage d'Amélie sur les bienfaits de la marche. Soyez donc au rendez-vous de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur la semaine prochaine.